Bien, bonjour, bienvenue à votre programmation Autour des Tours. C'est avec la venue du beau temps et nécessairement avec l'ouverture des pistes cyclables qui devraient être incessamment que nous vous proposons notre prochaine invitée, Magali Bebronne, à ce moment-ci, chargée de programme à Vélo Québec, qui nous fera découvrir un organisme assez incontournable et aussi nous fera découvrir ses services ainsi que quelques conseils pratiques pour circuler en ville et également en région. Donc, bonjour Magali. Bonjour. Eh bien, la première question que j'aurais pour vous, de manière brève, qu'est-ce que c'est Vélo Québec? C'est quand même gros, c'est quand même énorme, ça a plusieurs services, mais c'est quoi essentiellement? Mais Vélo Québec, en fait, c'est la promotion du vélo sous toutes ses formes depuis plus de 50 ans. C'est un organisme qui a été fondé en 1967, d'abord sous le nom de Fédération de cyclotourisme du Québec, et qui, depuis ce temps-là, a développé toute une gamme de services pour encourager les citoyens du Québec à se maintenir en forme en faisant du vélo, que ce soit pour se déplacer, que ce soit lors de leur temps libre sous forme de loisirs ou lors de leurs vacances. Et à ce moment-là, j'imagine qu'il y a sûrement des éléments qui ont appelé à sa fondation. C'est quoi exactement? On avait simplement le goût de promouvoir le cyclisme? Ou... Oui, en fait, le père fondateur de Vélo Québec, c'était un missionnaire, c'était un religieux qui a commencé par amener des adolescents faire du cyclo-camping. Et c'est à partir de là qu'est né tout ce besoin-là. Et au fil du temps, bien sûr, la pratique du vélo aussi a évolué. Aujourd'hui, on parle beaucoup plus du vélo comme mode de déplacement. Et cette évolution-là, Vélo Québec l'a accompagnée, puisque maintenant, on a notamment beaucoup de services pour accompagner les villes, les municipalités dans la création d'infrastructures et d'environnements favorables à la pratique du vélo. Donc ça, c'est un nouveau volet qui n'existait pas du tout il y a 50 ans, mais qui aujourd'hui prend une part prépondérante dans nos activités. OK, quand même. Et on parle de plusieurs activités aussi, plusieurs services aussi qui sont offerts. Tout à fait. Vélo Québec, il faut savoir qu'il y a 4 divisions quelque part dans cette organisation-là. Une maison d'édition d'abord, on édite le magazine Vélomag et également Québec Science, mais ça c'est une autre histoire. On a également une agence de voyage, ça fait de nombreuses années qu'on fait voyager les gens, tant au Québec qu'à l'étranger, à vélo. On a également, bien sûr, notre division des événements. Donc, on connaît beaucoup le Tour de l'île et le Tour la nuit qui réunissent des milliers de participants à chaque printemps. Et puis, on a l'association qui va se dédier beaucoup plus justement à la promotion du transport actif, le conseil aux villes, les programmes aussi pour encourager la pratique du vélo comme mode de transport, les programmes scolaires, par exemple, d'éducation pour les élèves à l'école primaire, des programmes de certification pour les municipalités et les organisations afin qu'elles favorisent la pratique du vélo pour leurs employés et leurs citoyens. La gestion de la route verte également, 5200 km de pistes et de routes vertes à l'échelle du Québec au complet. C'est Vélo Québec qui est le maître d'œuvre de la route verte également. Quand même, donc on pourrait dire que votre activité principale, c'est vraiment de promouvoir, dans le fond, le cyclisme sous toutes ses formes, comme vous nous avez dit. Voilà, le seul volet qu'on ne couvre pas, c'est la compétition. Pour ça, il y a la Fédération québécoise des sports cyclistes. Donc, on leur laisse cette partie-là, mais pour tout le reste, pour monsieur, madame, tout le monde, c'est chez Vélo Québec que ça se passe. OK. Et on pourrait dire qu'au fil des ans, il semble que la bicyclette comme mode de transport devient de plus en plus populaire. Est-ce que vous constatez à ce moment-là un accroissement du nombre de cyclistes? Ah oui, tout à fait. Écoutez, c'est flagrant, c'est visible à l'œil nu même. Quand on se fie à l'enquête Origine-Destination qui a comparé le nombre de déplacements entre 2008 et 2013, le nombre de déplacements à vélo dans la grande région métropolitaine a cru de 57 %. C'est extraordinaire, c'est énorme et on a bien hâte de voir la prochaine édition de cette enquête Origine-Destination et on s'attend à avoir une haute croissance à nouveau. Quand même. Et il faut dire aussi, bon, il y a plusieurs... comment je peux dire, aspects, dans le fond, avec le cyclisme, ce qui vient, plus ou moins avec ce sport. On parle notamment aussi du vol de bicyclette. À ce moment-là, j'imagine que c'est un fléau que vous devez traiter aussi. Oui, tout à fait. Chaque grande ville de vélo a un problème de vol de vélo. C'est un phénomène qui est difficile à endiguer. On regarde bien sûr toujours ce qui se fait ailleurs. Il y a des initiatives intéressantes, l'une d'elles qui s'appelle Project 529, qui est une grande base de données publiques dans laquelle les gens peuvent être encouragés à enregistrer leur vélo et à enregistrer le vol de leur monture également. Alors on regarde toujours, c'est une des forces de Vélo Québec de pouvoir se déplacer dans les congrès et puis à d'autres lieux et de se tenir toujours informé de ce qui se fait de meilleur en la matière. Alors c'est ce qu'on regarde un petit peu en ce moment. On pourrait être amené à le proposer au comité vélo par exemple de la ville de Montréal où c'est vraiment un gros problème. Quand même, vous parlez, bon, dans le fond, que la ville de Montréal, ou dans le fond, la région métropolitaine est quand même une grande ville de vélo. Où est-ce qu'on se situe sur l'échelle mondiale exactement? Alors, ça dépend toujours à quelle échelle on le regarde. C'est sûr que quand on se compare à des villes européennes, que ce soit des villes belges, des villes scandinaves, beaucoup, on pense naturellement à Copenhague, on pense aux Pays-Bas, où dans une ville, on peut avoir au moins 40% des déplacements qui se font à vélo. On est encore loin du compte. Okay. Mais à l'échelle
ville nord-américaine, Montréal a quand même une position de choix et c'est une grande ville vélo nord-américaine. Il y en a peu qui, depuis si longtemps, promeuvent la pratique du vélo et où le vélo a une part si importante. Dans les quartiers centraux de Montréal, on parle de 10%, on dépasse les 10% de part modale. Ça veut dire qu'au moins un trajet sur 10 est fait à vélo dans des quartiers comme le plateau Mont-Royal, Rosemont, etc. Alors, on commence à avoir vraiment un phénomène intéressant. OK. Et si on se compare par rapport à des villes comme New York à ce moment-là, ou peut-être Los Angeles, comment on se situe exactement avec ça? Mais New York est intéressante parce qu'elle a aussi un système de vélos en libre-service qui se compare favorablement aux nôtres. En fait, c'est la seule ville qui a plus de vélos en libre-service que nous n'avons de Bixi. Okay. Donc, c'est une ville où la croissance du vélo a fait des bonds de géants dans les dernières années grâce à une volonté politique forte. Alors, je pense qu'ils partaient de plus loin, mais ils sont peut-être en passe de dépasser okay. quelque part Montréal parce qu'ils sont audacieux. Ils ont vraiment développé un réseau cyclable intéressant, mais ça reste quand même un peu du sport, là, de se déplacer à vélo à New York. Ah oui, j'imagine forcément. Et en terminant peut-être ce volet-là, j'imagine que vous allez faire face à différents défis. Quels sont-ils pour les prochaines années à venir? Mais c'est sûr, le développement du réseau cyclable, on a martelé pendant des années, puis je pense que le message est enfin passé auprès des municipalités que le vélo, pour se développer, avait besoin d'infrastructures cyclables. On a besoin d'un réseau cyclable qui réponde à la demande et actuellement, on est à la ramasse. On n'arrive pas à suivre le rythme de croissance du vélo dans le développement des infrastructures cyclables. On commence à avoir des réseaux cyclables qui sont même congestionnés pendant la belle saison. On a des pistes cyclables où vraiment, ça ne suffit plus à la demande et vraiment, l'enjeu, ça va être que la Ville de Montréal mais je dis la Ville de Montréal, mais il peut s'agir de toutes les villes. En fait, ce problème-là se pose partout. On a de plus en plus de congestion. C'est de plus en plus difficile de retirer peut-être un petit peu de place à l'auto pour offrir des alternatives intéressantes. Le vélo fait partie de la solution, mais il faut souvent une volonté politique. Il faut être prêt à enlever du stationnement. Il faut être prêt à faire de la place au vélo. Et ça ne se fait pas toujours facilement. Toujours facilement, mais pourtant, excusez-moi, c'est peut-être une réflexion personnelle que j'apporte, mais dans l'est de la métropole, où je demeure à ce moment-ci, et il y a de plus en plus de pistes cyclables. On en voit de plus en plus à ce moment-là, même qu'on conditionne à ce moment-là certaines voies à double sens, en sens unique, dans le fond, pour promouvoir. Et vous trouvez quelque part qu'il n'y en a pas nécessairement suffisant, c'est bien ça? Il y a aussi tout un virage à prendre parce que pendant des années, voire des décennies, on développait des pistes cyclables qui étaient récréatives, qui allaient le long du fleuve, qui faisaient des zigzags, etc., mais qui n'amènent pas nécessairement les citoyens là où ils doivent se rendre pour aller à l'école, au travail, à l'épicerie. Et donc, il y a un virage à prendre à vraiment reconnaître que les personnes qui se déplacent à vélo le font aussi pour des raisons utilitaires et qu'ils ont besoin de circuler parfois sur des artères commerciales, sur des rues qui servent aussi les besoins de transport en commun et les besoins de circulation de tous les autres citoyens. Donc, on pourrait dire qu'on est présentement dans une période de transition entre le vélo récréo-touristique et le vélo, dans le fond, comme mode de transport. Tout à fait. Un autre phénomène aussi qui est en émergence, c'est la pratique du vélo 4 saisons. Donc le fait qu'on ne range plus nécessairement sa bicyclette au mois de novembre, mais que de plus en plus de gens décident de continuer à profiter des bienfaits du vélo à l'année longue. Mais nos infrastructures cyclables n'ont jamais été conçues pour cela. On avait tendance à fermer les pistes cyclables. D'ailleurs, on a une saison d'ouverture des pistes cyclables. Eh bien, la Ville de Montréal a réalisé, un peu avec notre aide et notre soutien, qu'il est temps de penser autrement et qu'il est temps de concevoir ces infrastructures-là pour qu'elles puissent être déneigées en hiver et qu'elles restent ouvertes toute l'année. Mais quand même, les conditions ne sont pas toujours évidentes. On parle de glace, de neige, à ce moment-là, de pluie verglaçante. Est-ce que c'est vraiment viable à ce moment-là de l'ouvrir toute l'année? Tout à fait, tout à fait. Et nous, on a fait un sondage auprès des usagers du vélo. Je suis moi-même usagère du vélo à l'année longue depuis 7-8 ans. Ce qu'on sait et ce que les cyclistes nous disent, c'est qu'ils n'ont pas peur du froid, ils n'ont pas peur des précipitations et que, essentiellement, ce qui fait une différence pour eux et ce qui peut constituer un danger, ce sont vraiment les conditions de surface. Donc, c'est vraiment, est-ce qu'on a une adhérence adéquate sur la chaussée? Et ça, il n'y a pas de fatalité. On est quand même extrêmement bien équipé au Québec pour faire du déneigement, charger de la neige, etc. Il suffit de s'adapter à cette réalité-là. Il y a des nouveaux équipements, des nouvelles techniques qu'on ramène également de certains voyages à l'étranger. Et on est tout à fait en mesure aujourd'hui de le faire. Et d'ailleurs, la Ville de Montréal, dès cette année, a ouvert près de... En fait, ça fait plusieurs années que la Ville de Montréal déneige une partie de son réseau, mais on atteint 75% du réseau. Tout de même. Donc, ça devient intéressant. Mais quand même, il faut dire aussi que Montréal est quand même renommé pour des difficultés de déneigement. Est-ce que ça vous affecte? Oui, ça nous affecte, bien sûr, au même titre que tous les types d'usagers. Les piétons ont beaucoup
râler au cours de l'hiver qu'on vient de vivre sur les conditions des trottoirs. On connaît aussi les changements climatiques, il va falloir s'adapter à ça. C'est certain que les cyclistes ont aussi leur lot de complaintes par rapport à l'état du réseau cyclable, mais il faut se préparer et en prévoyant dès la conception d'un aménagement que celui-ci devra être déneigé en hiver, on peut le concevoir plus intelligemment et faciliter l'entretien futur de cet aménagement. Quand même. Donc, il faut dire, si on prend le prochain sujet qui nous occupe, que l'été est bien souvent synonyme d'évasion de notre quotidien aussi. Et à ce moment-là, on n'a pas peur justement d'utiliser la bicyclette, mais de manière plus effective, plus intensive, on pourrait dire. Et à ce moment-là, est-ce qu'il y a des mauvaises habitudes à proscrire en tant que cycliste urbain? Oui, tout à fait. La première grande mauvaise habitude qu'on voit, et on a vraiment du mal à faire changer ces comportements-là, c'est le manque de visibilité la nuit. Si on commence à circuler à la noirceur, si on circule en dehors des heures du jour, c'est extrêmement important d'avoir de l'éclairage actif. L'éclairage actif, ce n'est pas un réflecteur sur lequel une autre source lumineuse va venir créer un petit faisceau, c'est vraiment d'avoir son propre phare blanc à l'avant et son feu rouge en arrière. C'est obligatoire dans le Code de la sécurité routière, beaucoup de gens l'ignorent, mais c'est surtout essentiel. Si les autres personnes ne vous voient pas, ne sont pas capables de vous percevoir à la noirceur parce que vous êtes habillé en noir sur un vélo noir sans réflecteur et sans lumière active, on ne peut pas demander aux autres de faire attention à nous. Donc ça, c'est vraiment la première mauvaise habitude qu'il faudrait vraiment arriver à faire changer. La seconde qu'on voit beaucoup, on a souvent le sentiment en tant que cycliste que la façon la plus sécuritaire de circuler, c'est de se tenir le plus proche possible de la droite, de se coller aux autos et d'être le moins possible dans les jambes des automobilistes. Donc, un danger d'emportiérage aussi. Exactement, l'emportiérage, il y a quand même eu 150 incidents rapportés à Montréal juste pour l'année dernière. C'est un phénomène extrêmement fréquent. On roule à côté d'autos qui sont stationnées, une portière s'ouvre à la dernière minute. Soit on la frappe et on se blesse, soit on arrive à l'éviter, mais à ce moment-là, on est à risque de se faire percuter par la circulation qui est juste à côté. Et on a connu plusieurs décès à Montréal à cause de l'emportiérage. Alors peut-être rappeler aux gens qui circulent à vélo de se tenir au moins à 1 mètre des autos stationnées et puis rappeler aux conducteurs qu'avant d'ouvrir leur portière, ils doivent s'assurer de pouvoir le faire sans danger, c'est-à-dire de regarder en arrière. Simplement. Et il faut dire aussi que le Code de la sécurité routière est appelé à changer également. Je pense que certaines notions au niveau des cyclistes. Oui, tout à fait. On militait depuis un certain temps pour des changements au Code de la sécurité routière. On en a eu plusieurs. Le premier concernait, mais il datait déjà de 2016, la distance de dépassement que les conducteurs doivent respecter quand ils dépassent un cycliste. Mais c'est pas un peu difficile à ce moment-là en ville, justement, d'appliquer cette espèce de réglementation-là? Mais en fait, c'est peut-être difficile, mais c'est la seule façon d'assurer la sécurité des cyclistes. Alors, il faut partager la rue. Il faut savoir aussi qu'en milieu urbain, on ne va pas tellement plus vite en auto qu'on ne va en vélo. Alors, bien souvent, ce qu'on constate en tant que cycliste, c'est qu'on se fait dépasser dangereusement par quelqu'un simplement pour le retrouver à la prochaine lumière. Souvent, vous pouvez attendre derrière nous, on va arriver en même temps à la lumière suivante, parce que c'est ça la réalité. Et ce que dit le Code de la sécurité routière, essentiellement, c'est que par défaut, à l'intérieur de la même voie, vous ne devriez pas dépasser. Vous devriez sortir de votre voie pour dépasser un cycliste, à moins que vous ne puissiez laisser 1 mètre de distance avec le cycliste au moment de le dépasser, si vous êtes sur une route à basse vitesse, c'est-à-dire moins de 50 km/h ou moins, et ça va même à 1,5 mètres quand on est sur des rues à plus de 50 km/h. Parfait. Et il faut dire aussi, si vous me permettez, donc dans le fond, les cyclistes vont choisir des droits, mais aussi des obligations. Quelles sont-elles? Est-ce que ça a été changé dans le Code de la route, exactement? Ben, les obligations, en fait, le vélo est considéré dans le Code de la sécurité routière comme un véhicule, non pas un véhicule routier. Il y a quand même des spécificités qui sont réservées aux véhicules routiers, mais en tant que véhicule, le conducteur d'un vélo doit bien sûr respecter les feux de circulation, céder le passage aux cyclistes, avoir des réflecteurs réglementaires qui permettent d'être visibles, avoir l'éclairage actif dont on parlait tantôt. Donc, toutes ces règles-là s'appliquent à lui. Est-ce que le zigzag, à ce moment-là, entre différents véhicules, en attendant la lumière de circulation, est aussi permis? Ou... Non, le zigzag, de toute façon, ce n'est pas une bonne idée. Vous n'êtes pas visible quand vous zigzaguez entre des places de stationnement vides et des autos, par exemple. Donc, on vous conseille toujours de rester prévisible pour les autres et vous êtes beaucoup plus prévisible si vous roulez en ligne droite. Il y a aussi une obligation dans le Code de la sécurité routière qui interdit, en fait, le cycliste de circuler entre 2 lignes de circulation.
Donc, quand on a deux voies de véhicules en mouvement, le cycliste n'a pas le droit de se situer entre les deux. OK. Il est également tenu de se tenir le plus à droite possible de la chaussée. Le code de la sécurité routière vient de changer pour dire le plus à droite possible en tenant compte de l'état de la chaussée et des risques d'emportirage. Donc, quand vous longez une auto, des autos stationnées, vous avez tout à fait le droit de vous laisser cette distance sécuritaire. Parfait. Et maintenant, donc, on a parlé ni plus ni moins de la ville, ni plus ni moins. Il faut dire qu'avec le beau temps, plusieurs cyclistes vont être intéressés d'aller en région. Est-ce que vous auriez quelques conseils pratiques à ce sujet? C'est toujours une bonne idée de vérifier l'état mécanique de son vélo avant de partir. Si on se retrouve en région sans service à proximité, c'est important de s'assurer que le vélo ne va pas briser à la moindre occasion. C'est bien aussi de se former pour savoir comment réparer une crevaison. Il y a toutes sortes de petites formations à la mécanique de base. Nous-mêmes, on en offre pour nos membres et puis pour les membres du public qui souhaitent être un petit peu plus débrouillards et savoir résoudre les problèmes du quotidien. Planifier son itinéraire, ça fait aussi partie des compétences du cycliste, que ce soit en ville ou en région. Donc, prendre le temps de se procurer, par exemple, la carte des réseaux cyclables de la région. On en développe beaucoup chez Vélo-Québec avec les associations touristiques régionales. Donc, les fameuses routes vertes, ni plus ni moins. La route verte, entre autres, oui, on a un site web, la cartographie en ligne de la route verte, qui peut vous aider à déterminer le meilleur itinéraire que vous allez utiliser en région. Il faut savoir que même sur le site du ministère des Transports, le 511, vous avez la possibilité il y a même un code couleur pour la convivialité pour le vélo de certaines routes. Alors, ça peut valoir la peine d'aller regarder quelles sont les routes qui sont très passantes et plutôt désagréables et quelles sont les routes qu'on peut privilégier pour se déplacer à vélo. Donc, on a parlé de l'itinéraire, ni plus ni moins à surveiller, l'état de sa bicyclette, mais aussi de l'état de la personne, dans le fond, qui pédale, ni plus ni moins, si vous me permettez. Comment qu'on peut dire, oui, on a une forme physique pour faire un voyage de 2 jours, ou, malheureusement, on peut juste rester à 2 coins de rue. C'est sûr qu'il faut respecter son corps, il faut respecter sa capacité de pédaler, faire un petit entraînement régulier. C'est étonnant, mais même en se déplaçant au quotidien à vélo, on développe quand même un bon cardio. Moi, c'est quelque chose malgré la pollution et oui, mais contrairement à ce qu'on croit, les cyclistes ne sont pas vraiment plus exposés à la pollution que ne le sont les automobilistes. Alors, ça peut toujours être une bonne idée d'intégrer le vélo dans son quotidien parce qu'on développe nos aptitudes physiques. C'est important aussi de vérifier que le vélo il est bien adapté à notre taille. Ça va être beaucoup plus fatigant, beaucoup plus forçant et on est beaucoup plus à risque de blessure si on a un vélo qui n'est pas adapté à notre taille. OK, quand même. Donc, vraiment, vérifier à ce moment-là le type de monture. Et j'imagine qu'il y a plusieurs types de bicyclettes. Est-ce que vous pourriez nous en décrire brièvement? Oh oui, les vélocistes pourraient vraiment vous aider. Votre vélociste, votre magasin de vélo est votre meilleur ami. Ils savent vraiment conseiller les gens en fonction de leurs besoins. C'est sûr que selon les distances qu'on a à parcourir, quand on est en ville, on va apprécier d'avoir une bicyclette avec une position peut-être plus droite, où on est vraiment mieux en mesure de voir son environnement et de l'analyser. Mais ce n'est pas une position qui est très aérodynamique. Donc, quand on s'en va faire des longues distances, on va opter pour des vélos plus légers, mais aussi des vélos avec une position plus agressive, donc plus penchée en avant, qui va nous permettre de mieux utiliser la puissance de notre corps pour moins se fatiguer. OK. Davantage. Pourtant, la position accroupie, il me semble non familière ou, je pourrais dire, logique, mais enfin, c'est comme vous le dites. Et simplement, si supposons, donc, quand on dit voyage à l'extérieur, on dit souvent voyage sur des routes isolées. Mais les routes isolées, à ce moment-là, s'il nous arrive un imprévu, on fait quoi? Bien, à l'heure actuelle, on a quand même pratiquement tous un cellulaire pour appeler à l'aide. Mais avoir un petit kit de mécanique, comme je disais tantôt, pour savoir réparer les soucis principaux, ça va nous sortir de bien des mauvais pas. Parfait. Donc, ce serait essentiellement ça. Donc, un kit, on parle d'un kit de crevaison, une pompère, j'imagine, une bonne bouteille d'eau aussi. Tout à fait. Tout à fait. Et puis, il ne faut pas oublier, ça, peu de gens le savent, mais par exemple, si vous êtes membre de CAA Québec peut aussi vous dépanner lorsque vous êtes à vélo. C'est la personne qui est assurée et non pas l'automobile. Donc, n'hésitez pas à faire appel à l'assistance routière de CAA si vous êtes vraiment mal pris parce qu'ils ont des services pour les cyclistes également. Enfin, dépendamment de l'ampleur de votre voyage, ça peut valoir la peine d'avoir une assurance. Les membres de Vélo-Québec, par exemple, association, ont une assurance qui permet justement, en cas de blessure, ça peut arriver, d'être dédommagé pour les soucis corporels. Donc, c'est toujours une précaution intéressante. Mais après, on a aussi des assurances personnelles. On sait aussi que si jamais un véhicule routier est impliqué, c'est la Société d'assurance automobile du Québec, la SAAQ, qui indemnisera les cyclistes au même titre que les piétons ou les automobilistes. Quand même, parfait. Et en terminant, à quel numéro on peut vous rejoindre?
Oh, le numéro depuis Montréal est le 514-521-8356. On a une assistance à la clientèle qui va vraiment pouvoir vous réorienter pour chacun de vos besoins. Il y a aussi un numéro depuis les régions, mais j'avoue que je ne le connais pas. Il n'y a aucun problème. On l'indiquera à l'écran, simplement. Parfait. Merci, Mme Bebron. Ça fait plaisir.